bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le ministre en charge de la Défense aux côtés de ses troupes. Dans le nord du pays, Jean-Claude Boula est allé encourager les éléments en poste. Une promesse y a été faite, celle de déployer le plus de moyens possible dans la lutte contre le terrorisme. Pendant ce temps, la ville reprend son cours normal dans les localités touchées par les attaques. 40 000 logements pour soulager la quête d'un toit décent. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a lancé le 5 avril dernier le programme national de construction de 40 000 logements. Toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées par cette campagne qui s'achève dans moins d'un mois. Le ministre Maurice Bonané est l'invité de ce journal. Dans l'actualité également, les désaccords entre Washington et Moscou font la une. Au lendemain du raid aérien américain sur la Syrie, la Russie critique ouvertement l'attaque. De son côté, l'ambassadrice américaine à l'ONU avertit que les États-Unis sont prêts à en faire plus. En faire plus, c'est justement ce que promet le chef du département de la Défense. En déplacement dans le nord du pays, Jean-Claude Boula s'est entretenu avec les hommes et femmes envoyés pour barrer la route au terrorisme. Le point de cette visite de 48 heures dans ce reportage de Konsoun Koulibaly et Zoubaviel David Dabiré. Le détachement du GEFAT, le groupement des forces antiterroristes de Djibo, reçoit ici le ministre de la Défense et des anciens combattants. Après une visite de courtoisie au corps constitué de la province de Soum et un briefing sur les opérations en cours pour sécuriser cette partie du territoire, Jean-Claude Boula et ses proches collaborateurs mettent le cap sur les unités avancées du GEFAT à la frontière avec le Mali. Il s'agissait de venir voir dans quelles conditions nos hommes, les soldats, les troupes, dans quelles conditions sont déployés sur le terrain, quelles sont leurs conditions de travail, leurs conditions même d'existence, et surtout aussi apporter le soutien et tout l'encouragement du gouvernement avec à sa tête le président du Faso. Ces unités prennent part à l'opération Panga destinée à la neutralisation des groupes terroristes et des bandits armés dans la bande sahélienne. Au contact des troupes, Jean-Claude Boula a pu s'imprégner des conditions de travail dans ce milieu, partager leur quotidien et s'assurer que le matériel militaire fonctionne correctement. Sur les différents sites visités, un dialogue direct avec les soldats a permis au ministre de la Défense de se faire une idée sur la mission du Nord. Et nous avons pu aussi nous rendre compte que les hommes qui sont déployés ici, contrairement à tout ce qui se raconte, c'est des hommes déterminés. C'est des hommes véritablement engagés pour défendre la patrie, malgré vraiment l'adversité qui est réelle sur le terrain. Aux doléances soulevées lors de sa visite, le ministre promet apporter des réponses adéquates en lien avec la hiérarchie militaire en vue de renforcer les capacités opérationnelles des troupes sur le terrain. Une visite qui contribue à rassurer les populations des localités durement touchées par les actes terroristes. Quelques mois après, la psychose d'une nouvelle attaque n'est plus vive. C'est le constat établi par nos reporters Adama Guiti et Oumar Zombré qui sont allés à la rencontre des populations dans la province du Soum. Reportage. Aujourd'hui, ce n'est pas jour de marché à Djibo. Ici, seuls les mercredis sont consacrés jour de marché. Et nous sommes jeudi, mais comme tous les jours, le marché reste ouvert à tout visiteur et potentiel acheteur. Avant, à cause de la psychose, beaucoup ne venaient plus au marché, d'autres avaient même quitté la ville et l'économie tournait au ralenti. Mais depuis quelque temps, les choses commencent à changer. Non, maintenant, on peut, bon, dans la nuit, on peut dormir au dehors maintenant. On sent que ça va. Effectivement, bon, le marché là, bon, ça marche un peu quoi. Moi, je suis là pour organiser mon festival le 23 avril prochain parce que c'est pour dire aux gens que si on peut chanter, danser, c'est qu'à Djibo, ça va. Nous quittons Djibo pour Baraboulé. Tout au long de notre périple, nous trouvons des habitants tranquilles chez eux à la maison ou au forage pour chercher de quoi boire. Rien d'inquiétant dans cette localité, la vie
est redevenu comme avant. La vie était assez difficile, comme je le disais, parce que l'état d'esprit s'est limité à un seul mot, c'était vraiment la psychose. Parce que quand tu couches la nuit, tu n'es pas sûr de te réveiller, et si tu te réveilles, tu ne sais pas si tu verras le soir. Et merci Dieu, merci. En tout cas, les plus hautes autorités ont pris conscience. Les actions ont été menées. Aujourd'hui, en tout cas, la sérénité est de retour. C'est la sérénité aussi à Nassumbu. Nous sommes allés faire un tour vers le centre de santé et de promotion sociale. Grâce à la présence des militaires ici, à Nassumbu, tout se passe bien. Nous leur sommes reconnaissants. La vie, ça va ici, en tout cas, tout est normal. À Djibo, Djiguel, Baraboulé comme à Nassumbu, la vie a repris son rythme normal. Dans toutes ces localités, contrairement à ce que certains pourraient penser, les populations vaquent paisiblement à leurs occupations, comme par exemple aller à la fontaine ou au moulin, ou encore aller au marché. Bref, des habitudes de tous les jours, de quoi faire revenir ceux qui sont déjà partis. Après de longs mois de tractations administratives et judiciaires, la CAMEG peut désormais souffler. Et pour cause, un nouvel administrateur a été désigné pour diriger la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux. Ce dernier est neutre, bien que provisoire. Les protagonistes, eux, s'engagent à renoncer à toute fonction au sein de la CAMEG. Pawa Drogo, Jean Zongo et Olopoda nous en disent plus. Sans donner son identité, le ministre de la Santé affirme ici que la CAMEG sera très bientôt sous le commandement d'un administrateur provisoire. Ni le directeur général Jean-Chrysostome Kadeba, ni le directeur général intérimaire contesté Damien Koussoubé ne dirigeront la nationale des médicaments. Il en est de même pour Salifou Konfé et Boka Kouyaté pour la présidence du conseil d'administration. Tous ces protagonistes acceptent de renoncer à leurs fonctions pour une solution à l'amiable de sortie de crise. Bien sûr, l'accord est en 3 points. Premièrement, c'est accepter, que toutes les parties acceptent de renoncer aux actions judiciaires pour résoudre la crise. Donc ça, c'est acté par la signature. Deuxièmement, que toutes les parties qui avaient des responsabilités au sein de la CAMEG acceptent et qui étaient en conflit judiciaire acceptent de renoncer à leurs responsabilités et à trouver à l'amiable des solutions à ce qui les opposait. Et troisièmement, la crise sera résolue avec l'installation d'un administrateur provisoire selon le modèle CNT, Conseil national de la transition, et donc qui aura un contrat de 6 mois pour deux missions essentielles. La première mission, c'est de nous trouver le statut qui assurera qu'il n'y ait plus de crise de gouvernance au sein de la CAMEG. Cette transition va aboutir à l'adoption de nouveaux textes pour la CAMEG qui, selon le ministre, est une cheville ouvrière pour la réussite de la politique de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans en cours au Burkina Faso. C'est surtout la réponse à la nécessité de l'intérêt général, la réponse surtout à la remise en route de nos politiques en soutien aux populations vulnérables pour leur accès aux soins. C'est ça le prix de cet accord. L'administrateur provisoire sera installé la semaine prochaine, foi du ministre de la Santé qui se réjouit de cet accord trouvé par les différentes parties en conflit. Un accord qui vient mettre fin à une crise juridico-judiciaire sans précédent depuis mai 2016. La plénière d'hier à l'hémicycle a fait intervenir 3 membres du gouvernement. Les ministres en charge de l'agriculture, de l'eau et de l'habitat sont allés répondre aux questions de la représentation nationale. Le résumé de cette session parlementaire avec Isaka Oudraogo et Zalissa Sanfo. Des membres du gouvernement face à la représentation nationale pour répondre à des préoccupations. Brema Bougouma interroge sur le projet Zaka, 16 ans après le lancement des travaux. Rien qu'un grand vide qui se transforme de jour en jour en un nid de délinquance. Et le ministre de l'Urbanisme de reconnaître que le projet Zaka déçoit plus d'un.
La raison évoquée pour cette léthargie, le projet ZACA n'a pas eu dès le départ une stratégie globale de gestion de projet. Et Maurice Bonané promet néanmoins qu'à l'issue de l'audit demandé par le Conseil des ministres, une nouvelle vision va être adoptée pour que cette zone soit fonctionnelle. Et les députés n'en ont pas encore fini avec le ministre. À quand la levée de la suspension des lotissements au Burkina Faso? Pour le ministre, il faut être encore patient et attendre les résultats des travaux de la commission interministérielle sur la question. Si nous tenons même au ministère de l'Urbanisme, on ne va plus lotir à Ouaga. Voilà, on ne va plus le lotir. La ville est en perte de vue et ça cause des problèmes en matière de viabilisation. Plusieurs plaines et des bas-fonds ayant d'énormes potentialités agricoles sont toujours inexploités au Burkina Faso. Foi de la députée Salimata Konaté. Alors le ministre de l'Agriculture est appelé à se justifier sur les actions de son département. Un aménagement coûte très cher. Un aménagement, les moyens aménagements coûtent de 3 millions à 7 millions. Les grands aménagements coûtent de 7 millions à 10 millions. Et le plus souvent, c'est l'entretien qui pose problème après l'aménagement. Le barrage de Touessé, connu sous le nom de barrage Oumarou Kananzo, menace de céder. C'est le constat fait par le député Alidou Sanfo. Mais pourquoi n'est-il pas pris en charge dans le nombre des barrages à réhabiliter? Pour le ministre, la réponse est toute simple. Le barrage ne dispose pas à l'heure actuelle d'études de réhabilitation. Mais une chose est sûre, une étude va être commanditée. C'est aujourd'hui sur ce plateau que le ministre de l'Habitat est appelé à répondre à nos questions. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, votre département a procédé il y a quelques jours au lancement du programme national de construction de 40 000 logements. Dites-nous déjà qui peut souscrire à ce programme-là. Bien, je voudrais donc préciser qu'effectivement, le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat a lancé à partir du mercredi 5 avril la campagne nationale d'inscription, je dis bien d'inscription au programme. Pourquoi inscription? Ce programme de 40 000 logements qui rentre dans le programme présidentiel et dans l'axe 2 du PNDS a pour objet donc d'accroître l'offre en logement. Mais avant d'arriver à sa mise en œuvre, il faut pouvoir cerner la demande. C'est vrai qu'en 2008, il y a eu des souscriptions, mais vous conviendrez avec moi qu'entre 2008 et 2017, ces éléments ne sont plus d'actualité. Donc, nous voulons cerner la demande sur le plan de la localisation géographique, étant donné que le programme s'étend sur l'ensemble du territoire. Ensuite, sur le plan du standing également, quels sont les différents standings depuis les logements sociaux, les logements économiques, etc. etc. Alors, l'inscription de 2008, que deviennent ceux qui se sont inscrits? Est-ce qu'ils doivent se réinscrire ou bien comment est-ce que ça se passe? Nous invitons à l'occasion tous ceux qui se sont inscrits en 2008 et qui n'ont pas pu être attributaires de parcelles à se réinscrire dans le cadre de ce nouveau programme. Et comme vous le savez, ces inscriptions peuvent se faire en ligne sur un site web pour éviter les bousculades que nous avons connues ici à l'occasion d'autres opérations dans ce genre. Alors, c'est une inscription via Internet, vous l'avez dit, mais qui a suscité aussi débat, notamment dans les réseaux sociaux. Quelle est vraiment l'opportunité de cette inscription en dehors du fait que c'est pour éviter les longues files d'attente? Bien, nous sommes à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Nous comptons, dans le cadre de ce programme-là, informatiser tout le processus, depuis l'inscription jusqu'à l'acquisition par les souscripteurs du logement qu'ils souhaitent, de manière à ce que le souscripteur puisse suivre même l'évolution de son chantier. Et l'avantage, c'est des raisons pratiques. Imaginez-vous si nous devons traiter 50, 100 000 fiches d'inscription,
ce serait fastidieux. Mais nous avons prévu la possibilité pour les communes où il n'y a pas de réseau Internet, les communes rurales, puisqu'il y aura également des logements dans les chefs-lieux de communes rurales. Là où il n'y a pas de réseau Internet, des fiches seront mises à la disposition des populations. Alors, pour ce programme, contrairement à celui notamment de 2008, c'est un programme qui est assez ouvert. Donc, ce ne sont pas seulement des logements sociaux qui sont concernés, mais également d'autres standings. Comment est-ce que, en ce qui concerne l'exécution même du programme-là, est-ce qu'on continue, par exemple, avec les mêmes promoteurs ou bien il y a de nouveaux promoteurs qui seront invités? Bien, dans le cadre de ce programme, nous avons prévu son exécution en PPP, partenariat public-privé. Plus de 450 milliards sont prévus pour la mise en œuvre de ce programme. L'État également apportera sa contribution à travers la mobilisation du foncier, l'aménagement du foncier et la mise à disposition du foncier aux promoteurs privés, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Donc, toutes ces catégories seront intéressées. Et nous allons, à l'issue des inscriptions, procéder à une préqualification des promoteurs. Il y a un certain nombre de critères, parce qu'aujourd'hui, nous avons autour de 150 à 200 sociétés qui ont l'agrément pour la promotion immobilière. Il y en a qui sont solides, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui ont de l'expérience, etc., etc. Nous allons procéder donc au choix. Et quid des banques? Les banques, quand on sait que le ministère est avec une seule banque, la Banque de l'Habitat, est-ce que ce sera ouvert à d'autres banques? Bien, nous avons comme ambition d'ouvrir ce programme à toutes les banques. Comme nous l'avons dit, il y a différents standings, voilà, qui peuvent être traités en fonction du fait que tel ou tel souscripteur est inscrit dans telle ou telle banque. Est-ce que le taux sera le même que celui de la Banque de l'Habitat, par exemple? Nous avons rencontré le système bancaire, nous avons échangé sur le programme. Il faut dire que pour ce qui sera du logement social, le logement social, les couches les plus défavorisées, les couches à faible revenu, ce sera le même taux. C'est-à-dire 5%. 5,5%. Nous sommes en train de voir les mécanismes pour que ce taux-là puisse rester le même et que les montants que nous avons prévus pour le coût des logements, nous puissions les conserver. Alors, Monsieur le ministre, vous avez donc parlé d'inscription. Quelle est la suite à donner après cette inscription-là? Est-ce qu'on a des délais assez établis? Voilà, donc l'inscription va durer 1 mois. Oui. Elle va permettre donc de cerner la demande. Nous avons prévu de construire 40 000 logements. Nous avons fait déjà une répartition géographique. Par exemple, dans les chefs-lieux de communes rurales, ce sera entre 15 et 20 logements. Dans les chefs-lieux de province, autour de 50 logements. Dans les chefs-lieux de région, 250 logements. Et dans les grandes villes comme Ouaga et Bobo, ce sera des milliers. Maintenant, en fonction de la demande, nous allons affiner ces chiffres parce que nous ne pensons pas utile de construire 50 logements dans une localité où la demande exprimée ne dépasse pas 20 ou 30 logements. Ce serait faire du gaspillage inutile. Et donc, on n'a pas une idée approximative du temps que cela pourrait mettre? Nous allons, 1 mois après la clôture, nous allons déclencher donc les constructions. Je voudrais vous rappeler que nous avons déjà adopté nous avons déjà passé un marché pour la réalisation de près de 1000 logements avec l'appui de l'Inde à travers Exim Bank. Tous ces programmes seront déclenchés. Il y a aussi qu'en 2016, un certain nombre de réalisations ont été faites. Je voudrais entre autres citer les réalisations dans les sites miniers, les réalisations de certains promoteurs. Nous avons également un projet d'assainir le domaine de la promotion immobilière parce que vous constatez un certain désordre ces derniers temps. Merci à vous, Monsieur le ministre. Je vous rappelle que
Monsieur le ministre était sur ce plateau pour parler du programme national de logement lancé le 5 avril dernier qui se poursuit jusqu'au 5 mai. C'est moi qui vous remercie. Alors votre ministère, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme qui a participé au lancement de la campagne du curage des caniveaux ce matin à Ouagadougou veut faire peau neuve en attendant la saison des pluies. Pioches, râteaux et autres matériels sont sollicités à partir de ce 8 avril et ce jusqu'au 8 juillet prochain dans le viseur de la commune, l'anticipation des risques liés aux aléas climatiques. Donc Bakouda et Maïmouna Traoré nous en disent plus. Le curage de ce canal dans l'arrondissement numéro 2 marque le lancement de la campagne de curage dans la ville de Ouagadougou. Selon le ministre en charge de l'urbanisme qui a donné le top de départ de cette campagne, ce grand nettoyage des canaux d'évacuation des eaux vise à minimiser les risques d'inondation et à améliorer le cadre de vie des populations riveraines. L'une des causes principales des inondations que nous connaissons pendant les saisons de pluie dans nos centres urbains, c'est le mauvais état des canalisations qui existent, à savoir leur encombrement par le fait de l'inconscience de certains habitants. Donc nous avons lancé cette opération ce matin pour anticiper. Cette campagne va se dérouler du 8 avril au 8 juillet 2017. Elle a également pour objectif de réduire les cas de paludisme dans la ville de Ouagadougou par l'élimination des eaux stagnantes. Le maire de la ville lance donc un appel à l'ensemble de la population. Nos caniveaux ne sont pas des poubelles. Et vous avez vu ce que nous avons sorti dans ces caniveaux. Il n'y a pas que de la terre. Il y a des pneus, il y a des sachets. C'est tout cela qui empêche l'écoulement de l'eau. Donc c'est cet appel que nous lançons à la population. Et une campagne va s'en suivre pour continuer à informer et à apporter la bonne information, en tout cas pour que les gens puissent avoir un comportement civique. Le gouvernement promet mobiliser tous les moyens humains, matériels et logistiques pour cette vaste campagne de curage des caniveaux. L'opération va permettre de curer environ 8,5 km de caniveaux. C'est la fin de plusieurs jours de travaux passés à Koudougou par 44 acteurs de la commande publique. Ils sont venus des secteurs privés et publics pour se former sur les innovations de la loi 039 du 2 décembre 2016. Que stipule cette loi et quels sont les enjeux de cette formation? Réponse dans ce compte-rendu de Salifou Belé, Mariam Dao et Maxime Zongo. Après 5 jours de formation, la loi 039 relative au marché public n'a plus de secret pour ses participants. Ces acteurs de la commande publique ont eu l'opportunité, une semaine durant, de renforcer leur capacité sur les nouvelles procédures de passation et d'exécution des marchés. Cette formation véritablement nous a permis de maîtriser davantage un peu la réglementation de façon générale, mais un peu dans ces aspects réformes précisément, qui nous permettraient désormais en tout cas de prendre un peu toutes les dispositions pour être en phase avec la bonne gestion qui est attendue. Il va de soi que nous allons essayer de revoir en tout cas nos manières de procéder parce que en plus des innovations qu'il y a eu, il y a des pratiques que nous serons obligés de revoir pour aller dans la légalité. Pour le cabinet Wellmouth Consulting, initiatrice de la formation, son opportunité n'est plus à démontrer. En dehors également de ces innovations, nous avons également échangé sur les acteurs de la dépense publique. Il y a eu un tir groupé sur le contrôleur financier qui rejette souvent les dossiers. Alors donc, il y a eu des éclaircissements par rapport à ça. La loi 039 est en vigueur depuis le 2 décembre 2016 afin de rendre plus digestes les passations de la commande publique au Burkina. L'apatridie, on en parle encore et pas assez. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'agence onusienne a initié en collaboration avec l'Association des universités pour le développement une rencontre avec les médias, les causes, les conséquences de l'apatridie et les solutions pour éradiquer le phénomène ont été exposées aux hommes et femmes de la presse. Daouda Ouattara, Zalissa Sanfo. Qu'est-ce que l'apatridie?
Quelles en sont les causes et les conséquences et quelles sont les solutions envisageables pour son éradication? C'est toute cette panoplie d'interrogations qui a motivé cette conférence publique. Une conférence qui va permettre aux étudiants de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, d'en savoir plus et sur les crises de nationalité. Le fait qu'un être humain ne soit pas reconnu par un État, ça touche à sa dignité. Donc nous avons voulu mieux comprendre cette question d'apatridie. Donc nous avons cherché les canaux pour mieux nous informer. La problématique de l'apatridie dans son ensemble est méconnue au Burkina Faso et aussi dans plusieurs États. Donc cette conférence va contribuer à améliorer le niveau de connaissance des populations et particulièrement des étudiants. Et aussi, cette conférence va nous permettre de susciter leur adhésion au plan d'action national qui existe en ce moment pour éradiquer l'apatridie au Burkina Faso. Cette conférence a aussi permis aux communicateurs du jour de formuler des recommandations pour remédier au phénomène de l'apatridie. Il propose alors au gouvernement burkinabé de revoir et d'uniformiser les lois sur la nationalité. Washington et Moscou à couteau tiré au lendemain de l'envoi des missiles américains en Syrie. Les États-Unis appellent à une action de la communauté internationale. L'ambassadrice américaine à l'ONU annonce que d'autres frappes ne sont pas à exclure. Au lendemain du raid aérien américain sur la Syrie, le chef des affaires politiques à l'ONU a rappelé vendredi que la situation en Syrie nécessitait plus que jamais une action immédiate de la communauté internationale. Mais ce sont surtout les désaccords entre Washington et Moscou qui ont éclaté au grand jour au Conseil de sécurité des Nations Unies. Jeudi, le lancement de 59 missiles sur la Syrie a provoqué la colère de la Russie. Nous condamnons fermement les actions illégitimes des États-Unis. Les conséquences pourraient être extrêmement préjudiciables à la stabilité régionale et internationale. Nos militaires ont détruit une base aérienne d'où était partie une attaque chimique. Nous avions toutes les raisons pour le faire. Il était temps de dire stop et d'agir. Bachar al-Assad ne doit plus jamais utiliser d'armes chimiques. Jamais. Mais l'ambassadrice américaine a surtout averti la Russie que d'autres frappes aériennes n'étaient pas exclues en Syrie, si nécessaire. Nous sommes prêts à en faire plus, mais nous espérons que cela ne sera pas nécessaire. Il est temps pour toutes les nations civilisées d'en finir avec les horreurs qui ont eu lieu en Syrie et qui nécessitent une solution politique. Malheureusement, aujourd'hui, l'appel lancé pour faire avancer le processus politique est hypocrite après cette attaque militaire. Mais Washington est remonté au créneau, accusant Moscou d'avoir manqué à ses obligations en Syrie. La Russie était censée avoir retiré toutes les armes chimiques de Syrie. Mais manifestement, cela n'est pas le cas. La République arabe de Syrie a rappelé que l'armée syrienne ne dispose pas d'armes chimiques et qu'elle n'a jamais utilisé ce type d'armes dans aucune de ses opérations contre des groupes terroristes. La Syrie condamne l'utilisation injustifiée de ce type d'armes, quel que soit le contexte. Laissez-moi vous rappeler que ces armes ont été utilisées et stockées dans différentes régions de Syrie par les organisations terroristes armées. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Ruth Bini-Ouattara vous retrouve pour la dernière session d'information. Tout de suite en direct, les trésors du Faso. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.